Bienvenue sur Détectives éternels, là où chaque murmure cache un secret. Ce soir, sous les flocons de neige qui tombent à la gare de Blackbridge, un paisible village anglais est confronté à une vérité glaçante. Servez-vous une boisson chaude et que le mystère commence. La neige était tombée toute la nuit comme de la farine tamisée, enveloppant le village d'un silence feutré qui semblait effacer toute trace de mouvement. Au matin, St. Mary Mead ressemblait à l'un de ces globes de verre décoratifs que l'on secoue pour faire scintiller le monde quelques secondes. Tout était parfaitement immobile, presque trop immobile, jusqu'à ce que le premier sifflement de train parvienne faiblement au-delà des haies, vibrant dans l'air glacé comme un souvenir tenace. À l'intérieur du bureau de poste, Madame Price Ridley comptait ses pièces de 50 cents, avec une précision exagérée, les doigts rougis par le froid, les yeux rivés sur la fenêtre comme si la neige elle-même recelait un secret. À côté d'elle, M. Petterick marmonnait quelque chose à propos du retard du courrier du matin. Une plainte insignifiante que chacun, à sa manière, était prêt à transformer en affaire nationale. Telle était la vie de village, une communauté unie non par les catastrophes, mais par le plaisir subtil de décrypter les déceptions des uns et des autres. Dehors, le chemin menant à la gare de Blackbridge était un ruban pâle, à peine visible sous le blanc de la route. Une silhouette y fut aperçue peu après 8 heures, emmitouflée, méconnaissable, portant ce qui semblait être un petit paquet enveloppé dans du papier kraft et ficelé. Madame Price Ridley, qui leva par hasard les yeux de sa monnaie, à ce moment précis, remarqua 2 choses d'un coup que la silhouette ne regardait ni à gauche ni à droite, malgré le sol glissant, et que le paquet était tenu comme s'il était précieux ou dangereux. À 8h30, la nouvelle était passée de la poste à l'épicier, puis à la cuisine du presbytère, où la femme de chambre de Madame Hartnell la répétait en beurrant des toasts. L'histoire se modifiait au fur et à mesure qu'elle s'éloignait de la vérité. Un paquet devint une valise, la valise un enfant. Et à 9h, quelqu'un jura qu'il s'agissait d'un cadavre. À l'extrémité du village, Miss Marple coupait un petit brin de houx pour sa cheminée, ignorant qu'elle était déjà mêlée à 2 conversations auxquelles elle n'avait pas encore participé. De la vie générale, elle saurait quoi en penser, bien que personne ne pût expliquer pourquoi la présence d'un voyageur dans la neige nécessitait une interprétation. Elle fredonnait légèrement, jetant un coup d'œil à l'horloge sur sa cheminée, qui avait l'habitude de s'arrêter juste avant chaque heure, comme si elle hésitait à avancer. Ce matin-là, elle hésita plus longtemps que d'habitude, et lorsqu'enfin elle se mit en marche, le bruit fut aussitôt suivi d'un grondement sourd et lointain, venant de quelque part vers la gare. Ce n'était pas un bruit fort, mais suffisamment distinct pour figer l'air. Elle leva brusquement les yeux, tendant l'oreille. Le silence qui suivit était trop profond pour être ordinaire. 1 heure plus tard, un message arriva à vélo. Le porteur de la gare avait trouvé quelque chose d'étrange sur le quai, non pas un corps, comme le laissaient entendre les rumeurs, mais un petit paquet à moitié enfoui sous la neige, son papier brun taché d'humidité et déchiré à un coin. Un morceau de tissu bleu dépassait, du genre de ceux qu'on utilise pour les chemises d'hommes. Miss Marple, qui en savait trop sur la nature humaine pour se fier au hasard, posa sa tasse de thé. Dehors, la neige recommença à tomber, aussi doucement qu'un souffle sur une vitre. Le calme du matin n'avait pas été rompu. Il avait simplement changé de forme. La neige s'épaississait à mesure que la matinée avançait, voilant toits et haies d'un voile pâle qui adoucissait chaque contour. Lorsque Miss Marple s'emmitoufla pour aller se promener jusqu'à la gare, le village lui semblait un paysage à demi effacé par la mémoire, de ceux où l'on pourrait confondre la vérité sans s'en apercevoir. Les ruelles étaient silencieuses, hormis le crissement rythmé de ses bottes et le murmure lointain des voix provenant du presbytère.
où les rideaux frémissaient comme des pensées anxieuses. Lorsqu'elle arriva à la gare de Blackbridge, le petit bâtiment semblait désert. Seul le portier, M. Finch, était visible un homme voûté, un balai à la main, la moustache givrée et l'air inhabituellement grave. Il la salua d'un signe de tête qui semblait porter le poids d'une conversation récente. « Étrange, ce colis », dit-il en baissant la voix, comme si la neige pouvait l'entendre. N'importe quel passager aurait pu le perdre, mais aucun n'est descendu du 18e. Et pourtant, il était là, juste à côté du banc. Un peu déchiré, comme vous l'avez entendu. L'inspecteur vient de le prendre. Miss Marple inclina la tête, suivant du regard le mouvement de son balai qui traçait de délicats cercles sur le quai blanchi. « J'imagine, » murmura-t-elle, « que ce sera plutôt intéressant de voir ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas ?» Il hésite. Bon, entre nous, il y avait un morceau de tissu et une sorte d'épingle ou de fermoir. Ça avait l'air cher. De l'argent, peut-être. Mais c'est à la police d'en juger. Alors qu'elle le remerciait et s'apprêtait à partir, le chef de gare sortit de son bureau, le visage crispé par l'importance que lui accorde celui qui, sous couvert de discrétion, protège les ragots. « Mademoiselle Marple, lança-t-il, vous êtes au courant de cette affaire. Mieux vaut ne pas spéculer. L'inspecteur Graves a déjà prévenu Melchester. Ils voudront savoir si quelqu'un a aperçu quelque chose sur la voie. » Elle sourit poliment. « J'en suis sûre, » dit-elle. « Il est toujours sage de connaître ses limites. » Son ton, bien que doux, ne lui laissa pas perplexe. Faisait-elle référence au chemin de fer ou aux limites de la bienséance? Lorsqu'elle revint vers la grande rue, l'histoire avait pris une tournure inattendue. Madame Hartnell affirmait que le colis était la preuve d'un vol. Le colonel Melchett, de passage pour se rendre au club, insistait sur le fait qu'il s'agissait de contrebande. Quant à mademoiselle Wetherby, au presbytère, elle était persuadée que cela était lié à la mystérieuse absence du trésorier de la chorale, M. Lytton, qui n'avait pas assisté à la répétition la veille au soir. Chose, fit-elle remarquer, qu'il n'avait jamais faite en 12 ans de service irréprochable. Ce détail précis fit s'arrêter Miss Marple. M. Lytton, se souvint-elle, avait un goût prononcé pour l'ordre et une fierté assez touchante pour ses gilets. Il possédait aussi une chemise en lin bleu d'une blancheur exceptionnelle, le genre de détail qu'elle remarquait dans la façon dont les autres se souvenaient des visages. Après le déjeuner, la police arrive au presbytère pour interroger le révérend et son épouse. La neige avait cessé, laissant place à un monde d'une propreté étrange, comme si la culpabilité elle-même pouvait s'évanouir d'un simple coup de balai. De son salon, Miss Marple observa 2 agents traverser la ruelle à pas prudents, leurs bottes laissant des empreintes sombres qui, dans la lumière déclinante, ressemblaient à des points d'interrogation se perdant dans le blanc. 1 heure plus tard, Madame Price Ridley vint se présenter, soi-disant pour emprunter un modèle de mitaine tricotée, mais surtout pour apporter ce qu'elle qualifiait de fait. Selon sa version, le paquet contenait non seulement du tissu, mais aussi du sang. Elle se souvint également, avec une soudaine précision, que la mystérieuse silhouette aperçue plus tôt portait un chapeau de gentleman de style étranger. Miss Marple écoutait attentivement, ses aiguilles cliquetant à un rythme régulier. « Du sang, dites-vous ? C'est fort inquiétant. Bien sûr, par ce temps, même une petite quantité d'encre pourrait paraître plus foncée que prévu. » Madame Price Ridley fronça les sourcils, ne sachant pas si on l'avait corrigée ou encouragée. « Eh bien, on dit que l'inspecteur garde le silence sur le contenu. Ça présage généralement quelque chose de terrible, non ? » « Pas toujours terrible, » répondit doucement Miss Marple. « Parfois, simplement humain. » Une fois son visiteur parti, elle resta longtemps assise près de la fenêtre, la lueur du feu se reflétant sur la vitre. Au loin, les lampadaires le long de la route de la gare commencèrent à s'allumer,
Un à un, comme de petits témoins s'allument successivement. Sous cette apparente tranquillité, elle percevait une sourde pulsation de trouble, ni encore chagrin, ni encore peur, mais cette étrange agitation qui précède l'un comme l'autre. On frappa à la porte peu après le crépuscule. C'était de nouveau M. Finch, la neige collée à ses bottes. « Excusez-moi, mademoiselle Marple, » dit-il maladroitement. « L'inspecteur Graves pensait que vous aimeriez savoir. Ils ont trouvé un gant d'homme près de la voie de garage. Un gant gauche, un peu brûlé, comme par la flamme d'une lanterne. » Elle le remercia, son regard s'adoucit. « Un gant gauche, » répéta-t-elle. « Comme c'est étrange. On perd rarement une seule chose, Monsieur Finch. Il manque généralement autre chose. » Lorsqu'il est parti, elle regarda une dernière fois vers la gare, où la neige était de nouveau lisse, sans aucune marque, comme si elle avait déjà commencé à recouvrir ce qui n'aurait jamais dû être vu. Une faible lueur persistait derrière les vitres givrées, les lampes de la gare de Blackbridge brûlant encore comme de patientes sentinelles. Miss Marple, son châle serré contre elle, resta un instant de plus près de sa fenêtre, avant de se dire qu'un thé seul ne suffirait pas à apaiser ses pensées. Elle enfila ses bottes et emprunta l'étroit sentier menant au presbytère, sa lanterne oscillant doucement à ses côtés, comme une compagne de son raisonnement. Le village était plongé dans ce calme relatif où les conversations du jour se faisaient plus secrètes. Les rideaux étaient tirés, le feu crépitait, et même les chiens aboyaient avec une certaine discrétion. En passant devant le portail du jardin des Hartnell, elle perçut le faible écho d'un piano. La femme du pasteur jouait des hymnes avec une mélancolie inhabituelle, chaque note tombant dans la neige, comme une petite confession. Le vicaire ouvrit lui-même la porte. Ses lunettes rondes brillaient à la lumière de sa lampe de bureau, et son attitude était à la fois accueillante et soucieuse. « Mademoiselle Marple, j'allais justement vous l'envoyer. L'inspecteur est là, et plutôt perturbé, je crois. Vous semblez toujours apparaître quand on a le plus besoin d'une voix raisonnable. » Dans le salon, l'inspecteur Graves se tenait près de la cheminée, réchauffant ses gants au-dessus du feu. Son visage était pâle, à cause du froid et peut-être aussi d'autres choses. Sur la table reposait un seul objet dans un mouchoir plié le gant gauche, légèrement noirci au doigt. « Nous pensons qu'il appartenait à M. Lytton », dit Graves d'un ton sec, comme si la propreté pouvait cacher un malaise. La femme de ménage dit qu'on ne l'a pas vu depuis hier soir. Personne à la gare ne se souvient de l'avoir vu monter dans un train. Et ce colis a été trouvé près de la voie de garage, non loin de l'endroit où le colis a été découvert. Miss Marple s'assit, le regard calme et pensif. « Je suppose, dit-elle doucement, que M. Lytton n'était pas du genre à égarer ses affaires à la légère. Je me souviens qu'il avait illustré son classeur de chorale, même en cachette. » Grave esquissa un sourire. « Vous vous souvenez de beaucoup de choses, Miss Marple. »« Il le faut, » répondit-elle. « La mémoire est un peu comme la neige, inspecteur. Elle recouvre tout, mais si l'on regarde attentivement, on peut encore voir ce qui se cache en dessous. » Il semblait hésiter sur la réponse à donner et se tourna plutôt vers le vicaire. « Il faudra fouiller la rive avant la nuit, même si Dieu sait qu'elle est presque gelée. » S'il laisse échapper un mot, il se retire, ne voulant pas envisager cette possibilité trop tôt. Le vicaire murmura une prière entre ses dents, tandis que sa femme, feignant de régler les rideaux, écoutait attentivement. Elle paraissait pâle, les mains agitées. « Il n'est pas dans son assiette ces derniers temps, » dit-elle soudain. « Monsieur Lytton, je veux dire. » Si silencieux à la répétition la semaine dernière, et il fredonnait comme pour noyer ses pensées. « A-t-il mentionné un problème ?» demanda Miss Marple, d'une voix aussi légère que le tic-tac d'une horloge. Il avait seulement reçu une lettre. Elle exigeait une réponse. J'ai supposé qu'il s'agissait d'une affaire concernant l'église. L'inspecteur Graves se retourna brusquement. Une lettre ? L'avait-on vue ?
Madame Hartnell hésita. Non, mais il le plia très soigneusement, comme si cela avait une importance. Ce mot planait dans l'air. Miss Marple observa le regard de l'inspecteur se poser furtivement sur le gant. Les brûlures n'étaient pas aléatoires. Elles dessinaient un léger croissant près de la paume. Elle n'en dit rien, se contentant de se verser une petite tasse de thé que le vicaire lui offrait, la remuant une fois, deux fois, comme pour synchroniser ses pensées avec le lent mouvement circulaire de la cuillère. Quand elle prit enfin la parole, ce fut à personne en particulier. Il est curieux de constater comment certains tiennent à leur bien, même dans l'adversité, tandis que d'autres s'en débarrassent avec un soulagement soudain. Un gant, par exemple, peut tomber par accident, mais il peut aussi être placé là, intentionnellement. Grave fronça les sourcils. « Placé, dites-vous !»« Ah, tout à fait involontairement, bien sûr, » dit-elle d'un ton doux. Une personne qui a peur peut vouloir paraître calme. Mais à force de paraître calme, on devient maladroit. Sa remarque resta en suspens lorsque la sonnette retentit, surprenant tout le monde. Monsieur Finch se tenait de nouveau là, chapeau à la main, le souffle froid et humide. « Je vous prie de m'excuser, monsieur, » dit-il au vicaire, mais quelqu'un est venu se renseigner sur le colis. Il dit qu'il attendait une livraison du train du matin. Un monsieur étranger en manteau sombre parle un accent distingué, mais pas celui d'ici. Il a donné le nom de monsieur Havelock. L'inspecteur Graves se redressa, le corps en alerte. « Où est-il maintenant ?»« À la gare, monsieur. »« J'attends. » Miss Marple posa sa tasse. « Alors peut-être, » dit-elle doucement, « allons-nous enfin découvrir quelle partie de notre histoire est vraie et quelle partie n'est que le fruit de l'imagination de la neige. » Dehors, la nuit s'épaississait. Un silence seulement troublé par le lent carillon de l'église, annonçant 6 heures. Dans la lumière vacillante, l'ombre de l'inspecteur s'étirait longuement sur le sol du presbytère, telle une accusation que personne n'avait encore osé formuler. L'ombre de l'inspecteur s'allongeait sur la neige, tandis qu'ils atteignaient la gare. Son pas était vif, celui de Miss Marple plus posé, mais non moins assuré. La gare de Blackbridge était faiblement éclairée, les lanternes des quais auréolées de givre. À travers le fin voile de flocons qui tombait, un inconnu attendait près du guichet grand. Vêtu d'un manteau sombre, il arborait le calme anxieux d'un homme déterminé à ne rien laisser paraître. Monsieur Havelock, comme il se présentait, ôta poliment son chapeau à leur approche. Sa voix, raffinée mais hésitante, avait un accent étranger, ni trop prononcé ni trop discret, qui le distinguait des autres. « Je suis venu me renseigner sur un colis, » dit-il en jetant un coup d'œil à l'inspecteur et à Miss Marple. « Il devait arriver ce matin de Londres, adressé à mon nom par la gare. Il semble qu'il ait disparu. » L'inspecteur Graves le regarda d'un air neutre. « Vous me pardonnerez si je vous demande ce qu'il y avait dedans. » L'homme hésita. Un cadeau. Rien de grande valeur, juste une signification personnelle. Il esquissa un sourire, sans toutefois atteindre ses yeux. Un fermoir en argent. Pour une dame. Miss Marple observa ses mains gantées, en cuir fin, impeccable, et la légère odeur de cigare qui semblait incongrue dans le froid. « C'est curieux, » dit-elle doucement, comme les colis londoniens se perdent. Ils arrivent si rarement à la mauvaise gare, à moins que quelqu'un ne le fasse exprès. Havelock se tourna vers elle, visiblement mal à l'aise. « Pardon ? Ah, rien du tout ?» dit-elle avec sa douceur habituelle. « Simplement que les erreurs, comme les trains, ont tendance à suivre des horaires que nous ne voyons jamais. » L'inspecteur lui demanda d'attendre au guichet où le petit poêle diffusait une chaleur vacillante et où l'horloge au-dessus de la porte tic-tac était trop bruyante. Grave l'interrogea discrètement sur son séjour au village, mais les réponses de Havelock étaient éclairs et précises.
Il était arrivé la veille au soir, avait logé au White Hart et attendait une livraison par le train du matin. Non, il n'avait rencontré personne à la gare plus tôt. Oui, il connaissait un certain M. Lytton, uniquement par correspondance, au sujet d'une affaire d'intérêt commun. Son style était aussi soigné que celui d'un homme qui pose un verre en équilibre sur un plateau. Pendant ce temps, Miss Marple observait le givre qui se formait sur la vitre. Sous le ton habituel de la conversation, elle percevait une étrange atmosphère de répétition, comme si chaque réplique avait été préparée pour un public plus restreint. Lorsque Havelock signe une brève déclaration, elle remarque son écriture délicate, presque ornementale, avec une fioriture sur le H majuscule trop travaillé pour être spontané. Elle savait que les gens écrivaient autant qu'ils parlaient. Après son départ, l'inspecteur soupira. « Il cache quelque chose. Les hommes polis en cachent toujours. »« Peut-être, » répondit Miss Marple. « Est-il simplement habitué à un monde où les secrets sont une sorte de monnaie d'échange ?» Elle esquissa un sourire. Il sera peut-être surpris d'apprendre qu'à la campagne, on les échange bien plus librement. Graves esquissa un sourire sans rien dire, la regardant se pencher pour examiner une empreinte de pas humide près de la porte. Une marque peu profonde s'éloignant du quai, plus petite que celle d'un homme, mais au bord tranchant, comme une botte à talons. Elle ne pointait pas vers la route, mais vers l'étroit sentier derrière la gare, où personne de respectable ne s'aventurait généralement après la tombée de la nuit. « Quelqu'un d'autre est venu réceptionner ce colis ?» murmura-t-elle. L'inspecteur s'est accroupi près d'elle. « Vous croyez que Havelock n'est pas seul ?»« Oh, inspecteur, » dit-elle gentiment, « personne ne l'est jamais. » Ils suivirent le chemin sur une courte distance avant que la neige n'en recouvre toute trace. Les lampes le long du talus vacillaient, par intermittence sous l'effet du vent, et l'air était imprégné de l'odeur métallique du fer froid des rails. Dans ce silence imperturbable, les pensées de Miss Marple s'entremêlaient, tels des fils se tissant entre des faits encore disjoints, un gant, un colis, un homme disparu, un visiteur trop distingué pour que ce soit le fruit du hasard. De retour vers le village, ils s'arrêtèrent au White Hart. L'aubergiste, M. Sedgewick, les accueillit avec cette déférence gênée, réservée à l'autorité. « Monsieur est dans la chambre 3, » dit-il. « Il est discret, mais poli. J'ai demandé au journal londonien ce matin quelque chose de curieux. Il n'était pas encore arrivé, avec la neige. L'inspecteur Graves a accepté le registre. A-t-il reçu des messages ?» Sedgewick se gratta la tête. « Une seule, peut-être. Une jeune femme a apporté une enveloppe tôt ce matin. Elle a dit qu'elle venait de M. Lytton. J'ai trouvé ça bizarre, vu que le journal annonce sa disparition. » Miss Marple leva discrètement les yeux. « Une jeune femme, dites-vous. Avez-vous remarqué ses chaussures ?» Il cligna des yeux. « Des chaussures, madame. Ce sont elles qui laissent les impressions les plus authentiques, » a-t-elle déclaré. « Bien plus honnêtes que les visages. » Il fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Des bottes sombres. Un style élégant. C'était peut-être la nièce du vicaire, ou quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. Difficile à dire sous ce voile. La plume de l'inspecteur s'arrêta au milieu d'une note. Un voile ? Noir et mince, dit Sedgewick. Je ne me suis pas attardé. La neige avait recommencé à tomber lorsqu'elles revinrent dehors. Les flocons flottaient dans la lumière des lampadaires, fondant au contact de la manche de Miss Marple. Elle regarda vers la route de la gare, où l'obscurité s'épaississait sous les arbres. « Des voiles, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « On les porte pour le deuil, par pudeur, et parfois simplement pour voir comment les autres nous perçoivent. » L'inspecteur se tourna vers elle, perplexe. Que signifie-t-il ? Mais Miss Marple se contenta de sourire, son expression indéchiffrable. Sous son calme apparent, une légère frémissement de pensée l'animait, comme l'instant précédant une révélation, celui où l'on hésite entre parler et se taire. Le vent se leva légèrement,
emportant avec lui le craquement sec des branches nues et le sifflement de la neige contre les vitres. Miss Marple se tenait sous l'enseigne de l'auberge, dont la chaîne grinçait faiblement, tandis que l'inspecteur donnait des instructions à un agent. Elle observait les fenêtres de l'étage, dont l'une était faiblement éclairée, les rideaux entr'ouverts, juste assez pour suggérer la présence d'un homme à l'intérieur qui ne souhaitait pas être vu, mais qui ne tenait pas non plus à paraître secret. Telles sont les subtilités du mensonge. Pensa-t-elle, la plupart des gens s'efforcent de ne pas mentir, et pourtant ils bâtissent eux des édifices entiers pour soutenir les mensonges qu'ils craignent de voir s'effondrer. Lorsque Graves la rejoignit, son visage s'était durci. « Nous fouillerons sa chambre, s'il nous y autorise, » dit-il. « J'aimerais toutefois éviter tout scandale à l'auberge. La moitié du village serait à l'écoute demain matin. » Miss Marple esquissa un sourire. La moitié du village écoute déjà. Ils entendent toujours quand la neige plonge tout le reste dans un tel silence. Il frappa fermement à la porte de la chambre numéro 3. Havelock ouvrit après un instant, son gilet ôté, les manches de sa chemise impeccables, les cheveux lissés comme s'il s'apprêtait à accueillir une visite inattendue. « Inspecteur, » dit-il d'un ton égal, « j'espère qu'il ne s'agit pas d'autres colis égarés. »« Environ une seule, » répondit Graves. « Pouvons-nous entrer ?» La chambre était d'une propreté presque surnaturelle. Une petite valise ouverte, à moitié remplie, contient du linge plié et un élégant nécessaire de rasage. Sur le bureau, une enveloppe adressée à M. Havelock, à l'attention de la gare de Blackbridge, et à côté, un stylo plume, dont la plume était encore légèrement humide d'encre. Graves examina l'enveloppe. « Vous avez dit que la lettre venait de Londres, or il semble qu'elle ait été remise en main propre. Je l'ai trouvée glissée sous la porte, » dit Havelock, d'un ton assuré. « Sans doute une erreur. » Miss Marple s'approcha silencieusement de la fenêtre. Les rideaux n'étaient tirés qu'à moitié, laissant apparaître la silhouette pâle du toit de la gare. « Étrange, » murmura-t-elle. « Si près, et pourtant, vous ne prétendez connaître personne ici, hormis le pauvre M. Lytton. » Son sourire s'estompa. « Je l'ai croisé brièvement lors d'une réunion de courtoisie. Il devait m'apporter quelque chose, mais il a écarté les mains, dans un geste de regret discret. Les circonstances en ont décidé autrement. »« Quelque chose de valeur ?» demanda l'inspecteur. « Un journal de famille ? J'avais des raisons de croire qu'il faisait partie de ses affaires. » Ces mots firent écho à Miss Marple, comme l'écho d'un discours d'un autre temps, prononcé par un avocat sur un ton préparé, prudent, formel et peu sincère. « Famille, » dit-elle doucement, « est un mot aux significations si changeantes. Certains s'en servent pour s'excuser, d'autres pour dissimuler. » Le regard de Havelock croisa le sien, perçant et méfiant. « Madame, » dit-il, « je n'ai rien à cacher. » « En effet, » répondit-elle, « c'est ce qui rend la dissimulation si difficile. » Graves ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, pliée en deux. On y lisait une phrase écrite à la hâte. « Rendez-vous sur la voie de garage, à 9 heures. Apportez le fermoir. » Pas de police. Il n'y avait pas de signature. Havelock pâlit. « Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. »« Non, » répondit l'inspecteur, « mais je suppose que vous l'avez reconnu. » Pendant une fraction de seconde, son expression trahit une connaissance avant de se transformer en confusion. Je ne saurais dire. Le regard de Miss Marple se porta sur le petit miroir au-dessus du lavabo, où son reflet tremblait à la lueur de la lampe. « C'est étrange, » dit-elle doucement, comme une lettre peut paraître à la fois une invitation et un avertissement, selon la conscience du lecteur. Le silence qui suivit n'était rompu que par le crépitement du feu. Puis Havelock prit la parole, d'une voix plus basse. « Si l'on me soupçonne de quelque chose, j'aimerais savoir quoi. » Graves a plié le billet. « Cela dépend de l'endroit où M. Lytton est allé, et s'il avait l'intention de vous rencontrer ou de rencontrer quelqu'un d'autre.
La main de l'homme s'est déplacée inconsciemment vers sa poche, a effleuré un objet caché avant de se retirer. « Vous le croyez mort ?»« Je crois, » dit Miss Marple, « que c'était un homme trop ordonné pour disparaître sans laisser de raison. » Grave la regarda, reconnaissant dans ce ton celui qui signifiait qu'elle avait remarqué ce qu'il n'avait pas vu. « Vous voyez quelque chose, Miss Marple ? » « Seulement que M. Lytton était chef de chœur, » répondit-elle. « Et les chefs de chœur, comme tous les hommes d'ordre, ne supportent pas la discorde, à moins qu'ils ne l'aient eux-mêmes provoquée. » La remarque planait étrangement dans la pièce, douce mais troublante. Grave glissa la lettre dans sa poche, remercia Havelock et sortit. En bas, l'auberge s'animait de murmures, la postière dînait dans un coin, les observant comme un chat à la serrure. Miss Marple, toujours polie, s'arrêta pour complimenter l'arôme du rôti avant de disparaître à nouveau dans la nuit. Dehors, la neige s'était épaissie. La lumière des lampadaires se fondait dans la brume, et au loin, les cloches de l'église sonnèrent 3 coups lents. Miss Marple s'arrêta sous l'avant-toit de l'auberge, son souffle visible dans le froid, et regarda une dernière fois vers la ligne de toit ombragée de la gare. Là, faiblement, une fenêtre laissait filtrer une lueur inattendue à cette heure, dans le poste d'aiguillage. Elle la vit vaciller 2 fois, comme si quelqu'un à l'intérieur vérifiait si on le voyait. « Les apparences, » murmura-t-elle, « peuvent être très serviables lorsqu'elles veulent cacher quelque chose. » La faible lueur filtrant par la fenêtre du poste de signalisation vacillait comme une bougie qui brûle encore après la prière stable, déterminée et étrangement humaine. Miss Marple resta un instant immobile, la main posée légèrement sur sa canne, avant de traverser le chemin gelé en direction de la gare. Le vent était tombé. Seul le doux sifflement de la neige contre son manteau et le claquement rythmé des fils télégraphiques au-dessus d'elle se faisaient entendre. Chaque pas semblait s'effacer sous ses pas, comme si le village souhaitait oublier que quelqu'un était encore éveillé. Au bord du quai, la cabane du poste de signalisation se dressait légèrement à l'écart du bâtiment principal, à demi enfouie sous les congères. Sa porte était fermée, mais un mince rayon de lumière filtrait à travers le cadre. Miss Marple frappa doucement. Un bruissement se fit entendre à l'intérieur, puis le bruit d'un verrou qui se déverrouille. « Mademoiselle Marple !» s'exclama M. Finch, surpris mais soulagé. « Pardon, madame, vous ne devriez pas être dehors, par ce temps. L'inspecteur est déjà parti. »« J'en suis sûre, » dit-elle calmement. « Mais je passais par là et j'ai cru apercevoir votre lumière. Vous travaillez tard, Monsieur Finch. » Il se frotta les mains, inquiet. « Je n'arrive pas à me reposer, madame. Après avoir trouvé ce colis, j'ai pensé qu'il valait mieux faire attention à la signalisation, au cas où un imprévu surviendrait. Les trains se perdent facilement par une nuit pareille. » Elle entra discrètement, ses yeux s'habituant à la pièce exiguë éclairée par une lampe, le poêle rougeoyant faiblement, une tasse en fer blanc sur la table, et à côté, un registre de chemin de fer plié. Ce qui attira son attention, cependant, fut un petit morceau de tissu bleu épinglé sous un presse-papier, désormais plus sombre à cause de l'humidité. « Vous avez gardé un souvenir ?» demanda-t-elle doucement. Il a tiré la chasse. « Ce n'était pas intentionnel, madame. Je le montrai au sergent, mais il n'est jamais revenu le chercher. Je pensais que ça pourrait les aider à assortir le tissu. »« C'est possible, » concéda-t-elle. « Mais parfois, ce sont les plus petites choses qui nous révèlent non pas ce qui s'est passé, mais qui a eu la délicatesse de les ramasser. » Finch fronça les sourcils sans poursuivre. « Vous pensez que quelqu'un a fait exprès de laisser ce colis là ?» Miss Marple esquissa un sourire. « Je crois que quelqu'un a voulu nous faire croire que c'était un oubli. » Il jeta un coup d'œil nerveux vers la fenêtre. « Vous ne croyez pas, monsieur Havelock ?» Elle secoua la tête. « Je pense qu'il faut être assez bienveillant pour soupçonner tout le monde. Monsieur Finch, juste le temps d'être juste. »
Avant qu'il puisse répondre, on frappa doucement à la porte de la cabane, à 2 reprises, puis le silence. Finch se figea. Miss Marple lui fit signe de rester où il était et ouvrit elle-même la porte. Une jeune femme se tenait là, le visage dissimulé sous un voile sombre, la neige scintillant sur son manteau. « On m'a dit, dit-elle d'une voix basse et pressée, que je pourrais trouver M. Finch ici. Je suis arrivée. » Elle s'interrompit, apercevant Miss Marple. Ses mains gantées se crispèrent sur son sac. « Oh, je ne savais pas. Quelle chance vous avez de nous avoir trouvés, » dit doucement Miss Marple. « Vous êtes peut-être venu pour le colis ?» La jeune fille hésita, puis hocha la tête une fois. « Il n'aurait pas dû être envoyé. Il faut que je le récupère avant qu'il ne soit trop tard. » Son ton portait la fragile autorité du désespoir. Finch regarda Miss Marple, impuissante, qui lui fit signe d'entrer. Elle obéit à contre-cœur, restant près de la porte, comme incertaine de la chaleur ambiante. « Vous me pardonnerez la curiosité d'une vieille dame, » dit Miss Marple en croisant les mains. « Mais il me semble étrange de venir faire des courses à cette heure-là, et plus étrange encore que vous veniez sans prévenir. » Le voile trembla légèrement tandis que la jeune fille parlait. C'était une erreur avec le colis, je veux dire. Il n'était pas destiné à lui. Pour M. Havelock, un silence. Pour n'importe qui. Sa voix se brisa sur ce mot, et elle se détourna comme si la lumière de la lampe m'éblouissait. Je ne savais pas qu'il viendrait lui-même. Finch se remua, mal à l'aise. « Vous connaissiez donc M. Havelock ?» Je connaissais le nom. Son regard se porta sur Miss Marple. « Je vous en prie, ne laissez pas l'inspecteur l'ouvrir davantage. Il y a quelque chose à l'intérieur qui n'appartient pas à la police. » Le silence qui suivit fut si complet que même les lignes télégraphiques semblaient retenir leur souffle. Miss Marple prend enfin la parole, d'une voix douce mais ferme. « Ma chère, le problème avec les secrets, c'est qu'ils restent rarement là où on les cache. Puis-je vous demander votre nom ?» La réponse de la jeune fille est presque inaudible. « Alice Lytton. » Monsieur Finch eut un hoquet de surprise. « La nièce de Monsieur Lytton ?» Elle hocha la tête en serrant plus fort le sac à main. Oncle Henry n'avait aucune mauvaise intention. Il pensait qu'on pourrait le lui rendre discrètement. Il ignorait de quoi ils étaient capables. Miss Marple l'observa un instant, son expression indéchiffrable. « Et par il, ma chère, vous voulez dire ?» Mais la jeune fille perdit son sang-froid. Elle secoua la tête, des larmes brillaient sous son voile. « S'il vous plaît, j'en ai déjà trop dit. » Avant que l'un ou l'autre puisse l'arrêter, elle se retourna et s'enfuit dans la neige, sa silhouette se fondant dans le blanc, avant que les agents de l'inspecteur, qui fouillaient encore la route au loin, n'aient pu la voir passer. Miss Marple resta sur le seuil, observant jusqu'à ce que même les empreintes disparaissent de sa vue. La flamme de la lampe vacilla dans le courant d'air, et le fil télégraphique émit un bourdonnement faible et continu, comme un avertissement lointain venu des ténèbres. Elle se retourna vers Finch, dont le visage était devenu aussi pâle que la neige dehors. « Une nièce », murmura-t-elle, presque pour elle-même. « La famille, encore. » Comme ce mot s'obstine quand la culpabilité réclame la respectabilité. La lampe du poste de signalisation vacilla une fois, 2 fois, puis se stabilisa, projetant un long faisceau ténu sur la neige. Le regard de Miss Marple s'attarda sur l'endroit où Alice Lytton avait disparu, le chemin au-delà se fondant déjà dans une blancheur informe. La nuit avait enveloppé un monde clos, feutré et secret, fait de silence et de demi-vérité. Monsieur Finch était toujours à ses côtés, le souffle court. « Dois-je la suivre, madame ?» Elle n'a pas pu aller bien loin. Miss Marple secoua la tête. « Non, monsieur Finch. Elle fuit peut-être quelque chose qu'elle sait elle-même. Quand on fuit dans la neige,
On court rarement vers la sécurité, mais plutôt pour éviter d'être reconnu. Il parut déconcerté, mais obéit. La vieille horloge de la cabane émet un tic-tac irrégulier, marquant l'instant par de petits bruits réguliers. Miss Marple referma doucement la porte et s'approcha de la table, son regard se posant sur le morceau de nappe bleue. Elle le toucha légèrement. Il était froid, devenu rigide maintenant que la chaleur de la lampe ne l'atteignait plus. « Auriez-vous l'amabilité, dit-elle, d'aller chercher l'inspecteur au White Hart? Dites-lui que mademoiselle Marple aimerait lui parler avant que la neige ne s'intensifie. » Monsieur Finch hocha la tête, prit son manteau et sortit précipitamment, laissant la porte entr'ouverte. Miss Marple attendit que ses pas s'éloignent, puis porta son attention sur le registre posé sur le bureau. Ces pages étaient couvertes de l'écriture régulière et cursive des arrivées, départs et annulations de la gare. Pourtant, une « entrée vers le bas » avait été effacée, puis réécrite par-dessus les faibles marqués d'une autre main. Elle se pencha. Le mot écrit était un colis. Celui effacé en dessous, à peine visible, semblait indiquer livraison. Une rafale de vent s'abattit sur la porte, et elle se redressa, un léger frisson la parcourant. Derrière la fenêtre, le monde semblait de nouveau presque serein, les flocons de neige tournoyant doucement sous les lampes, effaçant tout souvenir. Mais la sérénité, elle le savait, n'était que le dernier masque du désordre. Lorsque l'inspecteur Graves arriva, elle avait emballé le registre et le morceau de tissu dans un carré de papier bien net. Ses bottes étaient couvertes de neige, son visage grave. « Finch a dit qu'il y avait une fille, commença-t-il. « Oui, » répondit calmement Miss Marple. « Et plus effrayée que coupable, bien que les deux ne soient pas aussi différentes qu'on le croit. » Grave ôta son chapeau en enlevant la neige. « A-t-elle dit où pourrait se trouver M. Lytton? » « Elle a simplement dit qu'il souhaitait rendre quelque chose discrètement, » répondit Miss Marple. « Ce sont souvent les retours discrets qui s'avèrent tous les plus problématiques. » Il fronça les sourcils. « Tu crois qu'elle sait où il est? »« Je crois, » dit-elle, « qu'elle sait peut-être pourquoi il n'est pas là. » Ils retournèrent ensemble sur le quai. Les lampes le long de la voie scintillaient faiblement sous la neige qui tombait, et les poteaux de signalisation se dressaient comme des témoins en deuil. Grave examina le sol où Alice s'était enfuie, le faisceau de sa lampe torche révélant de légères empreintes dont les bords s'estompent déjà. « Ces empreintes sont tournées vers le chemin qui longe la rivière, » dit-il. « Aucune voiture ne pouvait passer par là. »« Alors elle ne s'attendait à rien, » murmura Miss Marple. « Ni à de l'aide, d'ailleurs. » Ils suivirent la piste sur quelques mètres, avant qu'elle ne disparaisse sous une étendue de neige. Ça et là, l'œil perçant de Miss Marple captait des fragments, un pan de voile accroché à une ronce, une petite éraflure là où quelqu'un s'était retourné brusquement, comme surpris. Mais ce qui la fit s'arrêter, c'était le faible éclat métallique d'un objet à demi enfoui près de la berge. Elle s'agenouilla et le dégagea. Un fermoir en argent finement ciselé, marqué d'une légère brûlure sur un côté. Sa forme était indéniablement féminine. Elle le tint à la lumière de la torche. La neige scintillait comme du verre pilé sur sa courbe. « Serait-ce celui-là » demanda Graves. « C'est possible, » dit-elle doucement. « Mais je doute que ce soit la seule chose qui serve à fermer quelque chose. » Il fronça les sourcils à cette remarque, visiblement peu habitué aux métaphores dans ce genre de situation. « Nous la porterons à la gare. » Miss Marple le suivit d'un pas mesuré. Chaque indice, songea-elle, était moins une clé qu'un miroir ne reflétant que ce que chacun souhaitait dissimuler. Le calme de M. Havelock, la fuite de la nièce, la disparition de l'oncle, tout concordait, pourvu qu'on puisse distinguer la vérité du reflet. À la porte de la gare, Finch attendait, anxieux. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il à Graves, « mais pendant votre absence, quelqu'un est venu demander Miss Marple. »
Un message, ont-ils dit. L'inspecteur haussa les sourcils. Qui? Il n'a pas donné son nom. Il a juste laissé ce mot. Il lui tend un petit bout de papier plié. L'écriture était serrée, soignée, l'encre encore légèrement humide. Miss Marple l'ouvrit à la lueur du lampadaire. Ne le cherchez pas près de l'eau, cherchez là où les trains ne s'arrêtent plus. Grave le fixa, interloqué. Que diable cela signifiait-il? Miss Marple replia le billet d'un geste assuré. Le ciel écrit rarement en langage clair, inspecteur. Les meurtriers non plus, je suppose. Son regard se porta vers l'extrémité de la voie, où, au-delà du virage, une vieille voie de garage abandonnée gisait, là où le dernier train de marchandises avait chargé du charbon avant la guerre. La neige y tombait plus épaisse, intacte, les rails enfouis, mais non oubliés. Elle ne dit rien de plus, mais son regard reste fixé sur cette étendue sombre, où la lumière ne pénétrait plus et où le passé semblait attendre patiemment sous la brume. Les mots du billet anonyme persistaient, comme du givre sur du verre, tranchant, délicat et inaltérable. Le regard de Miss Marple s'attarda sur l'obscurité au-delà du virage des rails, là où la voie de garage abandonnée gisait invisible. La neige s'épaississait, brouillant le monde en nuances d'argent et d'ombre. Sans un mot, elle se mit à marcher dans cette direction, sa lanterne traçant un mince sillon de lumière à travers la tempête. L'inspecteur Graves la suivait d'un pas, ses bottes crissant doucement sur le sol, son souffle formant de petits nuages de doute. Aucun train n'était passé par là depuis des années. Les rails, à demi enfouis sous la neige, luisaient faiblement, comme s'ils hésitaient à livrer le souvenir de leur mouvement. Autour d'eux, le silence pesait comme un poids, non pas la paix du sommeil, mais celle de l'écoute attentive, quand quelque chose d'indicible plane trop près pour être confortable. Ils atteignirent la voie d'évitement, un tronçon de voie se terminant par un butoir rouillé, flanqué d'un vieux hangar à charbon penché tel un gardien fatigué. La neige s'était accumulée contre sa porte, formant une épaisse couche irrégulière, comme si elle venait d'être remuée. Grave leva sa lanterne, révélant des empreintes de pas à peine visibles, menant vers l'intérieur et disparaissant rapidement sous la neige fraîche. Ça pourrait être n'importe qui, murmura-t-il en se penchant pour les examiner. Ou tout le monde, dit doucement Miss Marple. Le village a plus de pieds qu'il n'en admet. Elle effleura la poignée de la remise du bout du gant. Elle bougeait trop facilement. L'inspecteur l'aide à pousser la porte. Le bois grinça, libérant un souffle d'air froid mêlé à une légère odeur métallique de fer humide. À l'intérieur, la lumière de la lanterne éclairait la silhouette de tonneaux désaffectés. Une lampe cassée et quelque chose d'autre, un paquet sous une bâche abandonnée, petit, irrégulier et étrangement immobile. Grave expira bruyamment et s'agenouilla, retirant la couverture. Un corps d'homme gisait à demi recroquevillé, le visage légèrement tourné, des cristaux de neige accrochés à son col. La chemise de lin bleu était sans équivoque. « Lytton », murmura l'inspecteur. « Que Dieu le protège. » Miss Marple s'approcha. Son visage resta impassible, mais son regard, d'une précision tranquille, s'attarda sur la marque de brûlure sur sa manche, la légère trace de suie près de son poignet et l'immobilité anormale de sa main gauche, crispée comme pour protéger quelque chose. Elle s'agenouilla près de lui et la souleva délicatement. Entre ses doigts se trouvait un morceau de ficelle déchiré, aux fibres effilochées et légèrement tachées. « De la ficelle en papier brun, » dit-elle, « d'un paquet trop serré. » Grave se redressa. « Cela signifie que le colis était son œuvre, ou sa perte, » dit-elle. « La différence réside dans qui a fait le nœud en premier. » Il la regarda d'un air sévère. « Tu crois qu'il l'a envoyé? Qu'il rencontrait Havelock? Il pensait peut-être rendre un objet emprunté ou volé. Les apparences sont trompeuses envers les hommes respectables, inspecteur.
elles masquent souvent leurs petits scrupules. Le vent s'engouffra par la porte ouverte, projetant de la neige sur le sol. Grave resserra son manteau. Il faudra le ramener. Finch peut aller chercher de l'aide. Miss Marple resta immobile, le regard de nouveau fixé sur les empreintes. « Non, inspecteur, vous remarquerez qu'elles mènent à la porte, et non l'inverse. Celui qui l'a laissé ici voulait qu'on le retrouve, mais pas trop tôt. » Grave jurait à voix basse. « Vous voulez dire que le tueur est revenu ? Je ne reviendrai pas. » Corrigeait tellement doucement, mais elle resta à proximité pour s'assurer de ce qui avait été fait. Ils se retournèrent lorsqu'un faible bruit traversa la neige, l'écho d'un portail qui se referma, un pas léger sur du gravier gelé. Grave leva sa lanterne, mais la lumière ne capta qu'un scintillement avant de disparaître dans le blanc. Un instant, la nuit sembla respirer. « Restez ici », ordonna-t-il, en s'avançant à grands pas vers les voies. Miss Marple ne tenta pas de l'arrêter. Elle savait que les vivants étaient toujours plus bruyants que les morts. Au lieu de cela, elle abaissa de nouveau sa lampe vers le corps, le visage empreint d'une douce pitié. Le linceul bleu, pensait-elle, avait jadis été la couleur de l'ordre, des stalles du cœur, des hymnes et de la bienséance du dimanche. À présent, sous le givre, il ressemble à une trahison. À son retour, l'inspecteur était pâle de frustration. « Rien, dit-il. Juste le vent. Souvent, elle laisse plus de vérité qu'elle n'en emporte, murmura-t-elle. Puis, jetant un dernier regard vers le virage du chemin, elle ajouta « Bientôt, la neige recouvre tout, et une fois enfouie, la mémoire n'est plus aussi fiable. » Sur le chemin du retour, les lumières du village réapparurent, lointaines mais chaleureuses, une myriade de lanternes jaunes, luisant comme de minuscules promesses d'innocence. Près de la gare, une silhouette solitaire attendait près de la barrière, son voile baissé. Grave s'avança, mais la femme se retourna, déjà en train de s'éloigner dans l'allée. Miss Marple n'aperçut qu'un bref instant la courbe sombre de son manteau, le reflet argenté à son poignet, faisant écho à la boucle qu'elle portait dans sa poche. Dans la salle d'attente, une douce chaleur et la lumière des lampes les enveloppaient. Grave se versa un verre d'alcool fort dans sa flasque, les mains tremblantes. Alors c'est vrai, un meurtre à St. Mary Mead et Noël qui approche à grands pas. Miss Marple retire ses gants avec un calme délibéré. « Oh, inspecteur, un meurtre n'a aucune importance à Noël. Il change simplement de papier d'emballage. » Elle se tourna vers la fenêtre, où le bardage se dissimulait dans l'obscurité, son reflet pâle sur le givre. Quelque chose dans son regard, une subtile concentration, comme la dernière pièce de dentelle qui s'ajuste discrètement à un motif. La neige continuait de tomber, mais il lui sembla à présent que le village, si blanc et si beau, n'était plus du tout purifié. On le recouvrait. Le givre sur la vitre scintillait faiblement à l'approche de l'aube, sa pâle lumière filtrant à travers le verre de la gare comme du lait dilué. La nuit n'était pas tant terminée qu'elle s'était estompée. Miss Marple était assise tranquillement près du feu dans la salle d'attente, les mains jointes autour d'une tasse de thé refroidi. En face d'elle, l'inspecteur Graves relisait ses notes pour la 3e fois, mais son regard trahissait l'inquiétude d'un homme qui sait que les pièces du puzzle s'emboîtent, mais qui craint de les forcer à s'y engager. « La montre de M. Lytton s'est arrêtée à 10h40, a-t-il finalement déclaré. Cela fait près de 2 heures après le dernier train de voyageurs. Pensez-vous que le corps ait été déplacé ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Son regard s'était porté sur l'horloge au-dessus du guichet, dont le balancier oscillait avec une précision imperturbable, insensible au poids moral qui pesait sur elle. Émue, « Oui, dit-elle enfin, mais pas seulement physiquement, inspecteur. Par l'intention. » Il fronça les sourcils. Que signifiait-il ? Les morts servent souvent des desseins auxquels ils n'ont jamais consenti de leur vivant.
répondit-elle. Et les vivants, bien souvent, les servent sans le savoir. Grave soupira en se frottant le front. J'aimerais que tu parles clairement. La simplicité, dit-elle avec un léger sourire, est rarement le chemin le plus court vers la compréhension. Avant qu'il ne puisse insister, la porte s'ouvrit et la femme du vicaire entra, les joues rouges de froid, son calme vacillant sous un vernis de devoir. « Je suis venue dès que j'ai appris la nouvelle, » commença-t-elle, haletante. « C'est terrible, le pauvre monsieur Lytton. La chorale est en émoi. Tout le monde demande si la messe de Noël aura lieu. » Miss Marple se leva poliment. « Je suis sûre que la musique sonnera un peu différemment, mais c'est souvent à ce moment-là qu'elle prend tout son sens. » Madame Hartnell laissa échapper un rire nerveux, qui tomba à plat. « C'est tout simplement choquant. On n'imagine pas que de telles choses puissent arriver ici. Enfin, entre nous, sa voix j'ai baissé. Mon mari disait toujours que M. Lytton était trop difficile. L'orgueil est une chose dangereuse, Miss Marple, surtout chez les hommes qui n'ont pas grand-chose d'autre. » Grave leva brusquement les yeux. « Le connaissiez-vous bien, madame ?»« À peine, » répondit-elle rapidement, « si ce n'est qu'il est venu au presbytère 1 ou 2 fois pour parler du choix des hymnes. Et puis, bien sûr, il y a eu ce différend avec sa nièce. Quel dommage, jolie fille, mauvaise fréquentation. » Le ton de Miss Marple était doux. « Mauvaise compagnie ? Oh, une affaire à Londres, » dit vaguement madame Hartnell. « Un poste qu'elle a perdu. On dit que M. Lytton l'a beaucoup mal pris. C'était sa seule famille, vous savez. » L'inspecteur et Miss Marple échangèrent un bref regard, mais c'est elle qui prit la parole ensuite. « La famille, » murmura-t-elle, « semble bien être un thème récurrent dans cette affaire. » Madame Hartnell acquiesça, sans saisir l'allusion. En effet, et je dois dire que j'avais prévenu le vicaire qu'inviter des personnes extérieures à la chorale n'était jamais judicieux. Ce monsieur, M. Havelock, me semblait très respectable, mais on ne sait jamais vraiment. Après son départ, Graves laissa échapper un léger sifflement. « Respectable », murmura-t-il. Ce mot couvre plus de péchés que la confession. Miss Marple esquissa un sourire. « C'est vrai, et bien plus élégant. Dans les villages comme le nôtre, on ne commet pas de péché, inspecteur, on commet des erreurs, et on les enjolive jusqu'à ce qu'elles ressemblent à des devoirs. » Il la regarda avec curiosité. « Et de quoi s'agit-il ici, d'un péché ou d'un devoir ?»« Peut-être, » dit-elle doucement, « les deux à la fois. » Dehors, la neige commençait à s'éclaircir sous les premières lueurs du matin. Les fils de signalisation scintillent faiblement, vibrant dans le vent, comme des cordes de harpe désaccordées. Miss Marple se leva et se drapa dans son châle. « Si vous me le permettez, inspecteur, je crois que je devrais rendre visite à M. Havelock. Je n'aime pas les mystères trop lisses. » Grave l'accompagne jusqu'à l'auberge. Les couloirs embaumaient, le charbon humide et le café. La chambre numéro 3 était vide, le lit défait, la valise disparue. Sur la table reposait une simple enveloppe adressée à la police. Grave l'ouvrit d'un geste impatient, son visage se crispant à la lecture. « Parti à Londres, » dit-il d'un ton sombre. « Il prétend ne plus être utile à l'enquête. Il affirme qu'il écrira de nouveau lorsqu'il pourra s'expliquer. » Miss Marple jeta un coup d'œil autour de la pièce. Le feu avait été laissé à s'éteindre, mais les cendres étaient remuées, comme si un petit objet métallique y avait brûlé puis avait été rapidement ratissé. Elle se pencha et prit un petit morceau de papier noirci. On y distinguait encore la faible trace d'un C, ou peut-être d'un G en relief. « Du papier à en-tête », murmura-t-elle. « Cher, en plus. Il avait des protecteurs, cet homme, ou du moins, il faisait semblant. » L'inspecteur serra les mâchoires. « Je vais télégraphier à Londres, immédiatement. » Miss Marple hocha la tête distraitement. Son attention s'était de nouveau portée sur la fenêtre. La neige tombait à nouveau, douce comme des plumes, effaçant les traces de l'auberge.
J'ai toujours pensé, dit-elle doucement, que les gens sont un peu comme la neige. De loin, ils paraissent tous si purs. Ce n'est que lorsqu'ils fondent qu'on découvre ce qui se cachait dessous. Grave suit son regard vers la rue. La femme du vicaire s'éloignait à la hâte de l'épicerie, la tête baissée contre le vent, mais là, à peine visible à travers le tourbillon blanc, un éclat d'argent retenait son manteau au niveau du cou. Le fermoir en argent scintillait faiblement lorsque Madame Hartnell traversa le chemin enneigé, sa courbe captant la faible lumière, comme un aveu muet. Miss Marple observait depuis le seuil de l'auberge, son souffle formant une brume pâle. À ses côtés, l'inspecteur Graves suit son regard, le front plissé de suspicion et d'incertitude. « Tu penses qu'elle est impliquée là-dedans » demanda-t-il doucement. « Je pense, » répondit Miss Marple, « que les femmes respectables sont parfois les messagères les plus commodes pour les indiscrétions d'autrui. Le monde doute rarement d'un comité ecclésiastique. » Grave laissa échapper un léger grognement d'acquiescement en ajustant ses gants. « Nous lui parlerons donc. » Ils rattrapèrent Madame Hartnell au moment où elle s'engageait dans l'allée du presbytère. Elle sursauta en les voyant, sa main gantée se portant instinctivement à sa gorge, effleurant le fermoir comme pour le dissimuler. « Ah, inspecteur, Miss Marple, vous m'avez fait très peur. Y a-t-il un problème ?» Grave lui fit un signe de tête mesuré. « Juste quelques précisions, madame. Vous portiez cette agrafe tout à l'heure, n'est-ce pas ?» Ses yeux s'écarquillèrent. Trop vite. « Mais, oui, c'est une vieille pièce à moi. Un cadeau de mon mari il y a des années. » Miss Marple inclina la tête pour l'examiner. Un cadeau attentionné, de la filigrane d'argent, comme celle trouvée près de la voie de garage. Mais bien sûr, c'était très populaire autrefois, avant la guerre. Madame Hartnell laissa échapper un rire nerveux et fragile. En effet, toutes les dames en avaient un. « Oui, » dit doucement Miss Marple, « mais toutes les dames n'en avaient pas deux. » La femme du vicaire cligna des yeux, une rougeur lui montant aux joues poudrées. « Pardon ? Oh, je me souviens seulement vous avoir vu porter une broche en or à la fête des moissons, » poursuit doucement Miss Marple. « Vous m'aviez dit qu'elle appartenait à votre mère. Je ne m'en souvenais plus jusqu'à ce matin. C'est curieux comme les accessoires vont et viennent, un peu comme les connaissances. » Le silence qui suivit n'était troublé que par le doux crépitement de la neige sur le portail du presbytère. Les lèvres de Madame Hartnell s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sort. Ce fut l'inspecteur qui rompit le silence. « Peut-être pourrions-nous entrer, madame. L'air est trop froid pour une conversation délicate. » À contre-cœur, elle les conduisit dans le salon, chaleureux et surchargé de meubles, où se mêlent subtilement des effluves de cire à la lavande et de tabac. Une écharpe à moitié tricotée gisait abandonnée sur le fauteuil. La photographie du vicaire, souriant avec bienveillance depuis son bureau, semblait observer cette intrusion. « J'espère, » commença-elle en s'asseyant avec une certaine raideur, « que ce n'est pas un de ces terribles malentendus qui se produisent si facilement ici. Il faut penser aux réputations. » Miss Marple sourit gentiment. Il le faut, en effet. Surtout quand ce sont les premières choses que les gens essaient de sauver. Grave, debout près de l'âtre, sortit le fermoir en argent qu'ils avaient retrouvé. Il le déposa sur la table, à côté de son ouvrage. Les deux objets étaient presque identiques, à ceci près que l'un portait une légère brûlure sur le bord. « Vous remarquerez, madame, » dit-il d'un ton égal, « que celui-ci semble avoir subi quelques dommages. Pourriez-vous nous expliquer comment il est devenu si semblable au vôtre ?» Elle le fixa du regard, son sang-froid se faisant de plus en plus pesant. Je ne l'avais jamais vu auparavant. La voix de Miss Marple était douce, presque compatissante. « Non ? Alors peut-être que quelqu'un a emprunté son jumeau. Par admiration. Ou peut-être par crainte qu'un petit objet personnel ne soit reconnu. » Les mains de Madame Hartnell tremblèrent légèrement lorsqu'elle prit sa tasse de thé.
Vous insinuez que je cache quelque chose d'affreux, Miss Marple. Je vous assure que non. J'espère que non, répondit Miss Marple. Le pire est généralement accidentel en ce monde, fruit d'une bonté mal placée ou d'un orgueil mal compris. Vous aviez une affection particulière pour M. Lytton, j'imagine? Son visage s'adoucit, puis se durcit à nouveau. Il était courtois. Trop courtois, parfois. Il a apporté la musique à la paroisse. Mon mari appréciait cela. Et sa nièce? Demanda doucement Miss Marple. Le silence qui suivit fut si long qu'il glaça l'atmosphère. Cette fille était sotte, finit par dire Madame Hartnell. Elle est venue une fois, sans y être invitée, pour me demander de l'argent. J'ai refusé, bien sûr. Ce n'était pas mon affaire. Graves échangea un regard avec Miss Marple. Et M. Lytton? Il était furieux, murmura-t-elle. Il disait que je n'avais pas le droit de m'en mêler. Mais que pouvais-je faire? La jeune fille n'avait aucune honte à menacer de révéler des choses qu'il valait mieux oublier. Le ton de Miss Marple restait doux, presque familier. Par exemple, pour la première fois, Madame Hartnell la regarda droit dans les yeux. La réputation d'une femme, Mademoiselle Marple, est de verre. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je la confie à une fille aux mains sales. Les mots tombèrent comme des éclats dans la pièce silencieuse. Miss Marple hocha lentement la tête, comme par compassion. Non, en effet. Mais on se demande bien qui a laissé tomber le premier. Graves saisit le fermoir d'une voix sèche. Nous devons vérifier la déclaration de votre mari concernant cette soirée, madame. Une formalité. Alors qu'il retourne dans la lumière déclinante, le visage de Miss Marple est impénétrable. La neige avait cessé, laissant place à un ciel d'un gris terne, lourd de conséquences indicibles. L'inspecteur alluma une cigarette et expira pensivement. « Elle cache quelque chose, dit-il. »« Oh oui, répondit Miss Marple. Mais seulement ce qu'elle estime pouvoir se permettre de perdre. » Son regard se porta sur le clocher, qui se détachait faiblement au-dessus des toits. La corde de sa cloche oscillait doucement dans le vent, bien que personne ne l'y eût touché. Dans ce léger mouvement, inexplicable, réside quelque chose qui la fit s'arrêter, non pas par peur à proprement parler, mais par reconnaissance. La respectabilité, pensait-elle, n'était pas sans rappeler cette corde de cloche que l'on tire suffisamment souvent pour qu'elle finisse par bouger d'elle-même. La corde de la cloche oscillait d'un rythme lent et spontané, son extrémité effilochée effleurant l'air comme le bord d'une pensée à demi-mot. Miss Marple l'observait depuis le portail du presbytère, les mains gantées soigneusement jointes. Le son était presque imperceptible, non pas un carillon mais un murmure, comme si l'église elle-même avait quelque chose à confesser. L'inspecteur Graves suit son regard, inquiet. « Du vent » murmura-t-il. « Rien de plus. »« Peut-être, » dit-elle. Mais le vent, comme la conscience, ne se manifeste que là où il y a une ouverture. Ils marchèrent en silence vers le cimetière. La neige, sous leurs pieds, avait durci en une fine croûte qui craquait légèrement à chaque pas. Au-dessus d'eux, les nuages bas et incolores estompent même la lumière du jour. Le village, à peine réveillé, semblait retenir son souffle, les rideaux frémissaient, les portes s'entr'ouvraient juste assez pour laisser passer des regards, et chaque murmure s'arrêtait net avant même de se répandre. Graves s'arrêta près de la porte du lichen. « Nous avons un corps, une lettre, une nièce terrorisée et la moitié de la paroisse qui garde ses secrets comme des recueils de cantiques. Si seulement je pouvais démêler le vrai du faux, je pourrais enfin dormir. » Miss Marple esquissa un sourire. « Vous rêvez de pires énigmes, inspecteur. C'est dans la nature humaine de ranger nos doutes comme on range son salon, en repoussant la poussière là où personne ne regarde. » À l'intérieur de l'église, l'air était frais et légèrement parfumé de lys fané. La corde de la cloche, visible à travers l'arche du clocher, tremblait encore.
Le vicaire sortit de la sacristie, l'air fatigué mais serein, les doigts légèrement tachés de produit pour le laiton. Mademoiselle Marple la salua-t-il aimablement. « Inspectrice, vous me pardonnerez l'état des choses, mais je crains que les cloches ne se soient amusées à faire des siennes ce matin. J'ai demandé au sacristain d'enquêter. Ont-ils déjà sonné sans raison ?» demanda Miss Marple d'un ton léger. « Seulement 1 ou 2 fois en hiver, dit-il. Vieille machine. Elle grince quand il fait froid. Le froid fait grincer presque tout, murmura-t-elle, y compris les consciences. Grave s'éclaircissant la gorge. Nous sommes ici au sujet de M. Lytton, monsieur. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Le visage du vicaire s'assombrit. Quelle terrible nouvelle! Ma femme est complètement bouleversée. Il devait diriger les chants de Noël demain soir. C'était un homme prudent, si j'ai bien compris, demanda Miss Marple. À quel point cela lui était douloureux, admit le vicaire. Il numérote chaque cantique, brosse chaque robe avec soin. Mais derrière cette méticulosité apparente se cachait, je crois, une profonde tristesse. Une tristesse intime. Il vivait pour sa nièce depuis la mort de son frère. J'ai bien peur qu'elle ne l'ait déçu. Le regard de Miss Marple se porta sur la chaire, où une simple bougie était restée éteinte près du livre de prière. La déception, dit-elle doucement, peut être une émotion très possessive. Le vicaire parut perplexe, mais avant qu'il n'ait pu poser la question, le sacristain apparut en bas de l'escalier de la tour. Ses bottes étaient couvertes de neige, bien qu'il en soit sorti. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il. « J'ai trouvé la trappe ouverte. On dirait que quelqu'un est monté dans le clocher pendant la nuit. Des empreintes de pas dans la neige, aussi nettes que du cirage. » Grave se dirigeait déjà vers l'escalier. « Nous irons voir. » Miss Marple suivit, une main effleurant la rampe. La montée était étroite, froide et résonnante. Le clocher exhalait une odeur d'huile et de fer, les lourdes cordes pendaient en colonnes pâles, telles des piliers de discipline. Près d'une fenêtre, la neige s'était infiltrée par une vitre fissurée, formant un délicat monticule, et à côté, une empreinte de pas, plus petite que celle d'un homme, nette, pointue. « Une chaussure de femme », murmura Graves. « Ou l'intention d'une femme », dit Miss Marple en l'examinant. Parfois, les traces les plus subtiles sont laissées par ceux qui espèrent n'en laisser aucune. Grave s'accroupit près du rebord de la fenêtre, en levant le givre d'un geste. Un morceau de voile noir s'était accroché à un clou. Il tremblait légèrement dans la brise, bruissant à chaque mouvement. « Encore un voile, » dit-il d'un ton sombre. « Il semble se multiplier. » Miss Marple regarda par la petite fenêtre, vers la ruelle enneigée, où le toit du presbytère se devinait faiblement, à travers les arbres. « Croyez-vous, inspecteur, que Madame Hartnell connaissait M. Lytton mieux qu'elle n'aurait dû ?» Grave se redressa lentement. « Vous voulez dire ?»« Oh, rien d'inconvenant, » dit-elle. « Simplement que la sympathie, lorsqu'elle se pare de dentelle, peut très facilement être confondue avec de l'affection. Et lorsqu'on se trompe, il est très difficile de se rétracter. » Il hocha la tête d'un air sombre. « Et son mari ?»« Gentil, je crois, » dit Miss Marple. « Mais la gentillesse n'est pas toujours un refuge. Certaines femmes trouvent la vertu trop silencieuse pour être supportée. » En bas, la porte de l'église grinça. Le vicaire appela d'une voix tremblante. « Inspecteur, vous feriez mieux de venir. » Ils descendirent et le trouvèrent près des fonds baptismaux, une lettre scellée à la cire rouge à la main. « Elle était dans la sacoche postale, » dit-il, adressée à Miss Marple en personne. Elle le prit délicatement, la cire froide sous ses doigts. L'écriture lui était familière, oblique, précise. Elle brisa le sceau et déplia la feuille. Le message était bref. « Pardonnez-moi. » Il n'en démordait pas. « Retrouvez-moi au bord de la rivière avant le crépuscule, là où l'eau est limpide sous le pont. Cela doit s'arrêter là.
Elle n'était pas signée. Pourtant, le regard de Miss Marple s'adoucit à sa lecture. « C'est l'écriture de Monsieur Havelock, dit-elle. Il a dû la poster avant de partir, ou bien il voulait me le faire croire. » Grave fronça les sourcils. « Ça pourrait être un piège. » « En effet, dit-elle doucement. Mais les pièges ne sont dangereux que lorsqu'on y entre sans préparation. Je préfère arriver déjà pris au piège. » Le vicaire la regarda, perplexe. « Vous n'irez tout de même pas seul. »« Bien sûr que non, dit-elle. Je ne vais jamais seul quand je veux écouter. La neige porte les sons à merveille. Vous savez, elle révèle non pas qui parle, mais qui n'ose pas. » Dehors, les premiers coups de carillon de midi résonnèrent donc faiblement dans le village. Le son était clair, profond et d'une mesure inquiétante, comme s'il marquait non pas le temps, mais une opportunité. Miss Marple se tenait au pied de la tour, le visage impassible. « Les apparences, murmura-t-elle à l'inspecteur, ne sont parfois que le reflet dissimulé de la peur. Je me demande bien quelle peur a pris une forme si soigneusement étudiée. » La cloche émit une dernière note, longue et persistante, avant que le vent ne l'emporte. Et dans ce silence, Miss Marple sentit que l'affaire n'était ni résolue ni terminée, mais qu'elle s'inclinait vers sa vérité avec l'inévitabilité de la neige qui tombe.